Bienvenue à tous dans Économie de Max sur i24 News. Au sommaire de cette édition, le nouvel ordre mondial. Et si il venait finalement des pays émergents? Ils sont 130 pays, mais on les appelle toujours le G77. Réunis durant le week-end en Bolivie, certains d'entre eux veulent supprimer le FMI et le Conseil de sécurité de l'ONU pour maîtriser eux-mêmes leur développement. Le point dans quelques minutes. On s'intéresse aussi aujourd'hui à Tesla. Le constructeur de voitures électriques haut de gamme a décidé la semaine dernière d'ouvrir ses brevets à la concurrence. BMW est déjà intéressé par un rapprochement. Est-ce un vrai tournant mondial pour le secteur? On en parle en fin d'édition. Et puis nous reviendrons avant cela sur l'échec des négociations entre la Russie et l'Ukraine autour du gaz. Conséquence, Moscou stoppe ses livraisons à son voisin. Un coup dur pour Kiev, mais aussi peut-être pour l'Europe. Pourquoi? Réponse dans un instant. Voilà pour les titres et merci d'être avec nous. Avant d'y revenir, l'actualité économique internationale en bref. Et l'Europe avait les yeux rivés aujourd'hui sur les chiffres de l'inflation. Eurostat les a publiés ce matin. 0,5% en chiffre définitif pour la zone euro. Il s'agit d'un taux annuel. Il est en baisse par rapport à avril, 0,7%. Et c'est un plus bas pour l'indice des prix à la consommation depuis fin 2009. Et forcément, à l'heure où l'euro reste autour de 1,35 $, eh bien, la menace d'une déflation en Europe reste pesante. 8e mois consécutif en tout cas en dessous du seuil de 1%, en dessous de ce que Mario Draghi, le patron de la BCE, qualifie de zone dangereuse. Alors le niveau élevé de l'euro pénalise-t-il la compétitivité des entreprises européennes? Quoi qu'il en soit, c'est un rapprochement stratégique qui est sur le point de s'opérer entre Airbus, le consortium européen et le groupe français Safran. Ils veulent créer une co-entreprise pour faciliter l'évolution de la fusée européenne Ariane. Airbus en est le maître d'œuvre, Safran en produit les moteurs et le but est de contrer la concurrence agressive de l'américain SpaceX qui propose des mises en orbite de satellites à des tarifs imbattables. Ariane domine toujours le marché mais reste en quête d'une meilleure intégration, d'une meilleure efficacité en termes d'organisation. Un coup d'œil sur les cours du pétrole, très sensibles depuis la semaine dernière aux troubles en Irak. Le baril de Brent avait atteint vendredi les 114,69 $, 107,68 pour le WTI. Un sommet en 9 mois et plus 4% au final sur l'ensemble de la semaine. Et les prix continuaient de progresser légèrement ce lundi. Alors les combats se concentrent toujours dans la partie nord et dans l'ouest de l'Irak. Les champs pétroliers sont situés dans le sud pour la plupart et ils restent intacts pour l'heure. 90% des 2,5 millions de barils exportés quotidiennement par Bagdad proviennent de cette partie sud. Du nouveau peut-être aux États-Unis pour BNP Paribas. La banque française risque, on le sait, une amende record entre 10 et 16 milliards de dollars pour avoir violé les sanctions américaines contre l'Iran, Cuba et le Soudan. Michel Sapin, le ministre français des Finances, a déclaré hier que des progrès avaient été faits vers des sanctions plus équitables. D'après les Échos, un accord entre BNP Paribas et la justice américaine pourrait être conclu rapidement, mais il restera secret jusqu'au début juillet. Le titre BNP Paribas rebondissait d'ailleurs ce matin à l'ouverture. Et puis en bref, l'américain Medtronic, poids lourd mondial des appareils médicaux, a annoncé hier le rachat pour un peu moins de 43 milliards de dollars de l'Irlandais Covidien, spécialiste des produits de soins de santé. À la clé, un nouveau mastodonte du secteur apte à concurrencer Johnson & Johnson. Medtronic en profite pour déménager son siège en Irlande où le régime fiscal est bien plus avantageux. Et on s'intéresse donc à l'échec des négociations à Kiev entre la Russie et l'Ukraine autour des livraisons de gaz russe. Des pourparlers qui avaient débuté à Bruxelles la semaine dernière. L'Ukraine refuse la dernière offre de Moscou, 385 $ les 1000 mètres cubes contre 485 auparavant et contre 268 surtout en février avant la chute du président pro-russe Yanukovych. On écoute d'abord le porte-parole de Gazprom qui livre le gaz à l'Ukraine. En totale conformité avec le contrat, la décision a été prise. Ce matin, à partir de 10h, heure de Moscou, Naftogaz Ukraine recevra du gaz en fonction du volume payé. À l'heure actuelle, aucune forme de règlement, ni pour des dettes anciennes, ni pour des prépaiements n'ont été payés. Sur tous les graphiques, nous voyons des zéros. Donc aujourd'hui, Naftogaz Ukraine recevra du gaz en fonction des volumes qu'il aura payés. Voilà, en clair, l'Ukraine devra désormais payer par avance et la Russie a d'ailleurs déjà coupé le gaz ce matin à son voisin qui lui doit, on le rappelle, 4,5 milliards de dollars de dette gazière. Julien Vercueil est en ligne avec nous. Bonjour, vous êtes économiste, maître de conférence à l'INALCO et spécialiste de la Russie. Alors d'abord, c'est un vrai coup dur, un de plus pour l'Ukraine qui dépend très fortement de ce gaz russe.
Oui, en effet, c'est un coup dur à la fois pour les particuliers qui reçoivent du gaz domestique, qui de cette manière-là sont aussi menacés pour le gaz de chauffage pour l'hiver, mais c'est aussi un coup dur pour l'industrie ukrainienne, en particulier sur deux secteurs, l'électricité et la sidérurgie, qui ont comme entrant du gaz naturel. Voilà, donc ça c'est le premier point. Ouais. Et pour l'Europe aussi, ça risque de perturber les approvisionnements. L'Ukraine est censée garantir le transit du gaz russe vers l'Europe. Comment les choses peuvent s'arranger d'après vous ? Alors, il faut rappeler d'abord que l'Union européenne pourvoit à l'essentiel des recettes en devises de Gazprom. Autrement dit, c'est le meilleur et le plus important des clients de Gazprom. Donc, pour améliorer les choses, il y a tout simplement faire valoir le poids commercial de l'Union européenne dans la relation avec Gazprom. Ensuite, il y a un point qui est vraiment central, c'est la question diplomatique, c'est-à-dire que il est très important que le dialogue entre l'Union européenne et la Russie se continue, notamment sur les questions de l'apaisement des tensions séparatistes. Et puis, un autre point, c'est de travailler à réduire la dépendance de l'Union européenne envers le gaz russe, de façon à peser davantage dans la négociation. Donc, avec ces différents leviers, l'Union européenne peut œuvrer à un apaisement aussi bien sur la question des livraisons à l'Ukraine que sur la question du transit. Donc il y a de l'espoir. Et puis à plus long terme, à plus long terme, je crois que ce qui est très très important, c'est d'investir dans l'efficacité énergétique ukrainienne pour limiter la capacité de pression. Merci Julien Vercueil pour toutes ces explications. Allez, deuxième dossier du jour, un nouvel ordre mondial pour bien vivre. Le G77, c'est un peu le sommet de l'hémisphère sud. 130 pays au total, plus la Chine, réunis le week-end dernier et convaincus qu'ils peuvent ensemble modifier la donne. Ils pèsent les 3/4 de la population mondiale, mais seulement 45% de l'économie. Ils veulent désormais maîtriser leurs ressources, leur développement et éradiquer la pauvreté. À Santa Cruz, c'est Evo Morales, le président bolivien, qui assurait le rôle de chef d'orchestre. Johanna Citruc. 2 jours de discussion et un message clair. Éradiquer la pauvreté dans le monde d'ici 2030. Le G77 et la Chine se sont réunis ce week-end à Santa Cruz, en Bolivie. En tant que plus grand groupe de pays au sein des Nations Unies, vous jouez un rôle clé pour assurer le succès des efforts des Nations Unies dans la formulation et la mise en place effective de l'agenda de développement post-2015. Le destin de milliards de pauvres et le sort de la planète dépendent du succès de vos efforts. Une rencontre qui marque le 50e anniversaire de la création de l'organisation. Initialement composée de 77 pays membres, elle en compte désormais 133. D'Amérique du Sud, d'Afrique, mais aussi d'Asie. L'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, ça n'est pas seulement 77% de la population mondiale, ça représente également près de 43% de l'économie mondiale. Et cette part va en grandissant. Nous, les peuples du Sud, sommes le futur de ce monde. Et pour éliminer la pauvreté, le président bolivien propose la création d'une banque du Sud pour remplacer le Fonds monétaire international. Nous devons remplacer les institutions financières comme le FMI par d'autres institutions qui permettent une meilleure et plus importante participation des pays du Sud dans leurs structures de décision. Mais il prône également la disparition du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit disparaître. Car au lieu d'assurer la paix entre les nations, il a promu la guerre et les invasions des puissances impériales avec pour objectif l'appropriation des richesses naturelles des pays envahis. Des solutions pour le moins radicales, mais quelles que soient les mesures choisies, Evo Morales l'a rappelé, il faut privilégier les organismes internationaux qui éliminent les hiérarchies mondiales.
Voilà, de vastes programmes et un clivage nord-sud toujours bien présent en tout cas. Allez, on va parler de Tesla, les voitures électriques de luxe. Un joli succès aux États-Unis, 450 km d'autonomie, 4 secondes et demie pour passer de 0 à 100 km/h, le tout sans la moindre goutte d'essence. Et un homme, un personnage à l'origine de cette saga, Elon Musk. Il a annoncé la semaine dernière que Tesla renonçait à l'exclusivité de ses droits sur ses brevets. Alors pourquoi cette décision? Pourquoi un tel tournant industriel? On va en parler avec vous. Ilana El-Kaïm, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes analyste pour I Know First. Exactement. Alors d'abord, cette ouverture des brevets, on imagine bien que ce n'est pas uniquement de la charité. Est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui peut-être plus d'uniformisation, un standard au niveau des bornes de recharge, avec Tesla qui en profite en premier? Bien entendu, Tesla sera l'un des premiers à bénéficier d'une telle décision, vu que si d'autres constructeurs automobiles se mettent à développer des stations de rechargement de par le monde, les premiers bénéficiaires seront bien entendu les clients de Tesla. Donc des licences virales un petit peu pour étendre le marché. Totalement. Elon Musk est un visionnaire. Dans sa vision, il ne veut pas que nous soyons dépendants du pétrole. En ouvrant un tel marché, il va faire grandir l'industrie de façon exponentielle et enfin, nous pourrons peut-être arriver à un niveau où le consommateur considérera enfin la voiture électrique comme un produit fiable. Et peut-être avec un partage des coûts aussi, parce que Tesla est encore trop petit pour développer un vrai réseau. Totalement. Alors, c'est un petit peu la mode en ce moment, ouvrir les brevets, la méthode open source qui a été d'ailleurs testée avec succès par Google. C'est une nouvelle manière d'aborder l'économie, dynamiser le marché en sachant qu'on va être le premier à en bénéficier. C'est vraiment la voie qui est suivie par Tesla aujourd'hui? Totalement. De base, Tesla a pour optique d'ouvrir le marché dans un but altruiste, dans un but où le monde... Vous y croyez vraiment? Ouais. Bien entendu, ce n'est pas tant altruiste parce que, de toutes les manières, Tesla a un large avantage sur la compétition vu que la plupart des constructeurs automobiles n'ont toujours pas envisagé la voiture électrique puisque les clients ne considèrent pas ça comme un produit fiable. En prenant une telle action, bien sûr que Tesla va être le premier bénéficiaire Donc l'économie collaborative avec Tesla, bien évidemment, qui restera l'un des leaders du secteur. Et vous pensez que c'est l'une des clés un petit peu pour sortir de la crise aujourd'hui, l'innovation, les brevets, le partage, même si parfois le marché avec la crise n'est pas apte encore à accueillir la prise de risque à 100%? Il est peut-être encore un peu tôt pour le dire, mais puisqu'il y a quand même pas mal de points à prendre en considération, pas mal d'acteurs à prendre en considération, mais en tout cas, dans ce qui est le cas de Tesla, c'est, il me semble, quelque chose qui pourrait faire grandir de façon incroyable l'industrie de la voiture électrique. Un mot, votre avis personnel sur Elon Musk, on est obligé d'en parler, c'est PayPal, les paiements en ligne, c'est SpaceX, le lanceur de satellites low cost, et Hyperloop aussi, les transports quasi supersoniques, tout ça à seulement 42 ans. Est-ce que pour vous c'est un petit peu le Steve Jobs de l'industrie? Totalement, vous avez fait une parfaite comparaison avec Steve Jobs. Les deux sont des visionnaires incroyables et j'espère que nous arriverons au même terme que Steve Jobs, à la vision que Elon Musk a. Merci beaucoup Ilana El-Kaïm pour toutes ces explications. Et on va passer au Media Watch. Et une revue de presse 100% hexagonale aujourd'hui avec Johanna Citruc. La SNCF s'enlise dans un conflit social qui pourrait coûter cher aux épreuves du bac. Bonjour Johanna. Bonjour David. Alors une 6e journée noire et la réforme ferroviaire qui a du mal toujours à passer. Oui, donc c'est demain le 17 juin que la réforme ferroviaire doit être examinée à l'Assemblée nationale. Une réforme qui prévoit donc la séparation de la SNCF et du réseau ferré de France. L'objectif est évidemment de stabiliser la dette du secteur ferroviaire. Une dette qui s'élève à 44 milliards d'euros, mais aussi de préparer son ouverture totale, donc l'ouverture de ce secteur ferroviaire à la concurrence. Au final, on aurait donc une structure triple avec une société mère, la SNCF, qui serait à la tête de deux autres entités, la SNCF Réseau pour gérer les infrastructures et la SNCF Mobilité chargée de l'exploitation de ces infrastructures. Par ailleurs, la réforme prévoit également un cadre social commun pour les employés de ces trois différentes structures, notamment en ce qui concerne la durée de travail. Et c'est donc contre tout ça que la SNCF a décidé de faire grève, de manifester.
Alors une grève, c'est toujours d'abord beaucoup de perdants et ce mouvement va coûter cher d'abord à la SNCF. Oui, d'après Guillaume Pépi, le président de la SNCF qui s'est exprimé donc ce matin, ce mouvement coûtera au minimum 80 millions d'euros, principalement à cause du manque de billets vendus, puisque chaque jour, la SNCF transporte environ 5 millions de voyageurs, dont 3 uniquement en Île-de-France. Un manque à gagner donc estimé déjà entre 40 et 50 millions d'euros. Et puis aussi à cause des remboursements des billets pour les voyageurs qui n'ont pas pu prendre leur train, dont les trains ont été annulés ou très en retard. Et puis les indemnités qui seront versées aux détenteurs d'abonnements. Et finalement, la seule économie que la SNCF peut faire pendant ce mouvement, c'est sur les salaires, puisque les jours de grève ne sont pas rémunérés. Voilà, rien ne s'arrange invisiblement puisque le mouvement est reconduit au moins pour la journée de demain mardi. Merci Jonas Citruc, on va suivre tout cela avec attention. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Nous recevrons notamment un représentant de la région Provence présent actuellement en Israël. Et en attendant, l'info revient tout de suite. Restez avec nous.